moi qui dis le top ou non? C'est toi? Ah, ok. Ok. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Normalement, on a passé l'heure de la sieste, donc je compte sur vous. Donc, bienvenue dans ce moment d'échange autour d'un sujet qui est passionnant, qui est l'entrepreneuriat féminin. Donc, comment l'approche territoriale et comment l'entrepreneuriat féminin est clairement un levier de développement. Et c'est la 4e année que je modère cette table ronde. Et je dois dire que malgré tout l'espoir que je place dans ce sujet, les chiffres évoluent pas beaucoup. Il faut dire que c'est à peu près 30% des entreprises qui sont pilotées et dirigées par des femmes. L'Afrique est de ce point de vue-là un territoire très en avance, parce que si on prend le Ghana par exemple, c'est le meilleur taux mondial en fait, d'entrepreneuriat féminin, parce que la moitié des entreprises sont leadées par des femmes. Les femmes, et je vais regarder mon chiffre pour pas vous dire de bêtises, mais l'activité en fait de l'entrepreneuriat féminin, l'activité génère c'est 3 trillions, donc les trillions c'est des milliards de milliards de dollars de revenus en fait, donc c'est une contribution substantielle en fait à l'économie mondiale. Et toutes les études concluent au fait que des équipes diverses performent de manière largement supérieure à des équipes qui sont qui sont, on va dire, et ce qu'on voit, c'est que les femmes structurent des entreprises beaucoup plus diverses que les hommes. Donc en fait, on pourrait se dire, l'entrepreneuriat féminin est une aubaine, et donc il est soutenu, et quand une femme veut développer son entreprise, tout le monde est avec elle, puisque ça génère de la croissance, ça génère de la diversité dans les équipes, et c'est uniquement vertueux. Et pourtant, chaque année, on se dit ça va être mieux, mais c'est 2% des fonds VC qui sont investis dans les entreprises pilotées par des femmes. La crise du financement de l'année dernière a montré que non seulement ça ne s'arrange pas, mais c'est de pire en pire. Que l'an dernier, tout le monde a trouvé ça extraordinaire, qu'il y ait 10 femmes. En fait, il y a 10 entreprises du Forbes 500 qui sont dirigées par des femmes, et tout le monde a dit « Ah, ça y est, on y arrive ». 10 sur 500, donc je vous laisse imaginer comme la marche est haute. Et je ne vais pas tellement vous déprimer plus que ça, parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir un panel avec des gens qui agissent concrètement sur le terrain pour faire évoluer cette situation, qui évidemment est problématique, et notamment le focus qu'on a identifié tous ensemble, c'est pas tellement la création d'entreprises, qui est souvent une voie obligée pour les femmes quand elles veulent travailler, mais c'est plutôt le déploiement de l'entreprise, et comment est-ce qu'on fait des entreprises pilotées par des femmes, des vraies entreprises qui ont les mêmes moyens que les hommes et qui ont accès à des moyens de financement et à une forme de crédibilité. Donc c'est vraiment ce sujet-là dont on a envie de discuter et sur lequel on aurait envie d'échanger avec vous. Pour commencer, je voulais donner la parole à Giulio, que je remercie d'être là dans ce panel féminin, parce qu'on a évidemment besoin de tout le monde, et notamment des hommes, pour que c'est une entreprise commune. Donc Giulio, tu es responsable écosystème et international à la Croix-Rouge. Tu es très investi sur des programmes pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin et justement permettre aux femmes de créer et déployer leur entreprise. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton point de vue en fait sur cette situation-là, et quelques expériences concrètes et exemples concrets de réussite et d'outils qui fonctionnent sur le terrain pour améliorer cette situation-là? Merci Isadora pour l'introduction. C'est vrai que c'est la première année que Croix-Rouge française est partenaire et participe à Emerging Valley. C'est un écosystème qui n'est pas celui classique de Croix-Rouge française. Il faut savoir que depuis 4 ans, Croix-Rouge française a lancé 21, qui est un accélérateur d'innovation sociale, qui a été lancé au siège national à Montrouge, à Paris. Et depuis 2 ans, on a ouvert un peu la porte de l'entrepreneuriat, de l'accompagnement entrepreneurial, évidemment fidèle et cohérent avec la mission, les principes de Croix-Rouge. Donc on s'adresse plutôt à des publics vulnérables. On a commencé l'aventure d'accompagnement entrepreneurial avec la Croix-Rouge kenyane, notamment à Mombasa. Là, on parle de ex-Marseille province. On vous amène sur une autre côte, pas celle de la Méditerranée, mais de la côte kenyane, notamment à Mombasa. Il y a 1 an et demi, nous avons lancé l'institut dédié à l'entrepreneuriat social pour les femmes, le Women's Social Entrepreneurship Institute,
qu'on a coécrit, co-réfléchi, co-construit avec nos homologues de la Croix-Rouge kenyane. On a décidé avec eux et l'ambassade française de Nairobi de se positionner plutôt sur la côte, plutôt en région côtière à Mombasa, parce que on avait identifié cette région comme plus vulnérable. On avait identifié que Nairobi était un peu la grande capitale qui absorbait tous les financements, les investissements, les énergies, les dynamiques internationales, et qu'on devait justement, en tant que Croix-Rouge et avec l'ambassade, plutôt se positionner sur la côte. Et depuis un an, on a accompagné 25 femmes. J'ai entendu dans la table ronde d'avant Giulia Pintini parler d'essayer de faire plus du quali que du quanti. 25 femmes par an, ça peut paraître pas énorme. On croit profondément que derrière une femme, il y a une communauté, et que le type d'accompagnement qu'on propose sur 7 mois, une fois par semaine, pratiquement imaginé ad hoc pour chaque femme, permet derrière chaque femme accompagnée acculturer et préparer son mari, sa famille, sa communauté. Donc on croit profondément à cet engagement plus qualitatif. Ça nous permet aussi d'accompagner la Croix-Rouge kenyane dans un domaine, l'entrepreneuriat social, qui n'appartient pas historiquement au mouvement international de la Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. Donc, c'est un peu un appel aussi à d'autres acteurs présents aujourd'hui qui souhaitent contribuer, nous aider et travailler ensemble sur ce sujet. Et on vous invite peut-être à retrouver les informations sur ce projet et plus largement sur cette dynamique lancée par Croix-Rouge française sur le site Red Social Innovation, qui est un centre de ressources internationales sur l'innovation qu'on a créé il y a 3 ans avec la Croix-Rouge espagnole, la Croix-Rouge britannique, depuis ce mois-ci avec Ashoka Africa, Yunus Social Business, et on essaie de créer un écosystème de l'innovation sociale qui va en dehors des frontières Croix-Rouge. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous souhaitez y participer. Merci beaucoup, Giulio. Et c'est vrai que ce que je trouve très intéressant dans votre approche, c'est aussi d'identifier que, on s'est demandé d'ailleurs pendant la préparation, est-ce que l'entrepreneuriat a un genre ? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même, quand des femmes étaient pilotées, quand des entreprises étaient pilotées par des femmes, il y avait souvent, c'est peut-être un peu cliché de le dire, mais n'empêche que c'est documenté, un rapport aux soins et à la diversité qui était un peu différent. Et Messina, toi qui es une serial entrepreneuse, tu es donc présidente et CEO de Messibat, tu es très engagée notamment dans une activité donc, dans laquelle tu allies à la fois la profitabilité et l'impact environnemental et social. Donc j'aimerais bien que tu puisses nous partager de ton point de vue, qu'est-ce qui est différent en fait quand on est une femme entrepreneur ? Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup, Isadora. Donc, en fait, quand on est une femme entrepreneur, je pense qu'on est beaucoup plus sensible déjà au personnel. Moi, je sais que dans mes équipes, que ce soit ici en France ou même en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, vraiment, je suis dans le métier du bâtiment. Il y a peu de femmes. Donc moi, dans mes équipes au Cameroun et en Côte d'Ivoire, des fois les gens sont surpris de voir sur des chantiers des maçons femmes que j'ai recrutés et que j'ai formés au métier de l'éco-construction, parce que je suis dans la construction durable, donc je construis avec des matériaux biosourcés, géosourcés, qui sont des matériaux à faible impact environnemental, et je forme toutes ces jeunes femmes à exercer ces métiers de maçon, de peintre, de carreleuse, apprendre à poser du béton ciré. Et des fois, mes clients qui sont des hommes sont surpris. Ils me disent, mais vous êtes sûr qu'elles sont compétentes ? Parce qu'il y a quand même encore des préjugés sur les métiers qui sont dits masculins, où on n'est pas habitué à voir des femmes. Et tu nous partageais qu'un des gros sujets pour toi, c'est la question du financement, et que ce que tu as expérimenté dans ton parcours entrepreneurial, c'est vraiment le fait que quand tu voulais lever des fonds, donc quand tu vas financer, c'était particulièrement compliqué. Je l'ai dit, c'est vraiment, il y a très peu de fonds qui sont investis, notamment en Afrique, dans les entreprises pilotées par des femmes. Est-ce que tu peux nous partager ça, parce que c'était vraiment
le Oui. message que tu voulais faire passer. Oui, Où est tout à l'argent fait. pour les femmes? Voilà, où est l'argent pour les femmes? On annonce à tous les coups, oui, il y a tant de milliards pour les femmes, que ce soit en France ou même en Afrique. Hein. À chaque fois où on voit des effets d'annonce, mais où est cet argent? On se pose la question parce que je ne suis pas la seule entrepreneur, ni on se pose des fois, moi j'ai des jeunes femmes qui sont entrepreneurs même en France, qui me disent, mais Messina, comment tu fais pour tenir le coup? Et je leur dis, ben, écoutez, j'ai quand même une activité en Afrique qui me permet de tenir le coup, mais je me rends compte que même ici en France, toute la partie amorçage, j'ai été financée. Maintenant que je veux lever plus gros, 500 000 euros, 1 million, quand je vais devant les gens, ils disent, mais attends, 1 million, où elle va celle-là? Voilà, donc les gens, oui, il y a des préjugés. Il faut le dire, il y a des préjugés parce que je suis une femme et je suis noire et je suis dans un métier d'homme. Donc, ils se demandent, mais d'où elle sort celle-là, quoi. Voilà, donc, voilà. En plus, je construis de manière écologique. Ils se disent, non, mais attends, c'est la totale, quoi. Voilà, mais bon. Je pense qu'au fur et à mesure, surtout à Marseille, je commence à avoir un réseau. J'ai des personnes qui me soutiennent, qui me donnent des conseils, qui me disent fais ça, fais ci. Et franchement, à chaque fois que je parle aux jeunes femmes, pas seulement aux jeunes femmes, même aux hommes qui veulent entreprendre, je leur dis le réseau, le réseau, le réseau. Génial, Messina, tu me fais une transition parfaite pour Dominique, qui est présidente justement des Premières Sud et qui, après 35 ans d'expérience dans le secteur bancaire et financier, est aussi responsable des femmes business angels. Donc Dominique, tu connais un rayon sur cette question à la fois du réseau et de comment où est l'argent pour les femmes et où sont les femmes financées. Sur le financement, effectivement, après 35 ans de banque, on sait ce que c'est que du financement. Et on voit, on met les mains dans le cambouis, donc on sait quels sont les freins, et pas simplement pour les femmes, mais pour faire passer des dossiers. Alors oui, les Premières Sud, ça fait partie d'un incubateur. Alors, au féminin, mais mixte aussi. D'ailleurs, vous avez un incubé qui est derrière vous, là, qui lève la main, Kevin. Donc, il pourra témoigner qu'il n'est pas martyrisé et qu'on respecte, et pourtant minorité. Alors, les Premières Sud, donc incubateur dans le sud de la France, qui comprend le sud plus la Corse, puisqu'on a mis les pieds en Corse l'année dernière. On est très contents que ça marche bien. Et qui fait partie d'une fédération qui existe depuis 25 ans, donc c'est quand même une vieille maison. Les Premières Sud, ça existe depuis 5 ans vraiment lancées. Et il y en a plusieurs en France, il y en a en Outre-mer, Guyane, Martinique, Guadeloupe, et il y en a aussi à l'étranger, en Europe, au Luxembourg. Donc voilà, une portée internationale, une portée outre-mer. Et surtout, c'est un incubateur qui va essayer pas va essayer, mais va y arriver certainement, on part de l'idée, c'est-à-dire qu'il y a des groupes et il y a des programmes pour de l'idée. Vous avez une idée, vous ne savez pas si ça peut marcher, vous faites un programme qui s'appelle Ticket, jusque finalement la levée de fonds, le programme Boost, qui vous apprend à lever des fonds, parce que ça s'apprend à lever des fonds. Hein. C'est un parcours du combattant, tout le monde le sait, c'est difficile. Et quand j'ai des startups dans ma partie à Femmes Business Angel qui me disent « Oh là, ça me suffit, 400, 500 cas, je reviendrai l'année prochaine. » Je ne vous rendez pas compte. Quand vous aurez terminé, vous aurez envie que d'une chose, c'est de partir en courant. Donc, levez plus si vous pouvez, mais surtout, n'y revenez pas au bout d'un an. Alors, moi, je voudrais vraiment insister sur un sujet, avant de parler du financement, c'est l'accompagnement. Lever des fonds, financer, trouver des financements, c'est dur. Si vous êtes accompagné, c'est beaucoup moins difficile parce qu'on va vous apprendre à lever des fonds, on va vous apprendre à aborder votre banquier, à parler banquier, comme on le dit souvent. Et puis, on va vous apprendre à tous les stades de la maturité de votre projet et je dirais même à tous les stades de l'âge de votre entreprise, ce qu'on apprend tout le temps. Voilà. Et à un moment donné, on va vous dire, bah, tiens, il faudra peut-être pivoter. Alors, c'est quoi pivoter ? C'est avoir toujours le même objectif, mais peut-être changer, peut-être un chouïa, quelque chose dans votre chemin qui va faire que vous allez toucher une autre clientèle, etc., qui va vous permettre de bien rebondir. Et ça, c'est vraiment la clé de tout. Et si j'avais à dire qu'un mot dans cette histoire, ça serait soyez agile. L'agilité, c'est juste nécessaire. On apprend aux jeunes maintenant à l'école à être agile. Eh bien, il faut être agile toute sa vie pour rebondir tout le temps. Et l'accompagnement, c'est essentiel parce que tout le monde n'est pas fait du même bois, comme on dit. Hein. Voilà, vous avez des gens qui s'expriment bien, des gens qui ne savent pas s'exprimer, des gens qui sont des financiers, des gens qui sont des marketeurs, qui sont des vendeurs. Vous n'êtes pas tous faits de la même façon, et tant mieux, c'est comme ça qu'on fait une société.
Mais il faut que vous ayez un programme qui va vous apprendre le technique, c'est-à-dire apprendre à faire un business plan, même si quelquefois, tous les mots qui disent, ça ne va pas dire grand-chose, mais c'est quand même important de savoir le faire, qui va vous apprendre à tenir un tableau de trésorerie, c'est-à-dire qu'à éviter que votre banquier vous appelle un matin, qui vous dise, vous avez carnet de commande? Oui, monsieur, madame, pas de souci, il est plein. Oui, mais l'argent, il ne rentre pas. Ah oui, on fait comment maintenant? Ben, vous êtes en cessation de paiement. Donc tout ça, ce sont des notions techniques importantes. Mais vous avez aussi la partie mentale et mentorat. Il faut que vous soyez suivi pour le jour où vous avez un coup de mou, comme on dit, qu'on puisse vous relancer, que vous puissiez échanger et que vous soyez à tous les stades, que vous appreniez petit à petit à de l'assurance, à avancer prudemment, mais pas trop vous poser de questions, ne pas vous dire mon petit projet. Non, non, chez les premières, c'est interdit mon petit. Ça, je vous préviens tout de suite, c'est interdit. Vous avez votre projet qui sera un grand projet puisque c'est le vôtre, mais pas de petit projet. Savoir pivoter, savoir se remettre en question, mais pas trop non plus, parce que là, vous êtes déstabilisé. Et puis, savoir partager, savoir lever le doigt pour demander de l'aide, parce que c'est pas incongru de demander de l'aide. Faire partie de réseaux, voilà, échanger, vous rendre compte que le problème de la journée, vous l'échangez avec quelqu'un le soir, et puis finalement, vous vous rendez compte que tout le monde a le même, donc ça dédramatise le sujet. Donc voilà, c'est vraiment la mise en réseau, le partage, savoir apprendre et savoir avoir un petit peu d'humilité, vous dire que vous ne savez pas tout, mais vous savez plein de choses. Voilà. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que la notion de petit, ça c'est quelque chose qu'on entend Chez quasiment les femmes, que chez tout les le femmes, temps. quoi. C'est- Merci de m'écouter, j'ai un petit truc à j'ai vous un petit dire, projet. etc. Ouais, Et je trouve que ça, voilà. c'est... et surtout, ce qui est vrai, c'est que très souvent dans le monde de l'investissement, et c'est ce qu'on se disait quand on préparait cette table ronde, c'est pour ça que le réseau Business Angel de femmes, il est essentiel, c'est que on pitch quasiment que devant des hommes, en fait. Ouais, chez FBA, c'est que devant des femmes, il y a quasiment 100% d'investisseuses. D'ailleurs, on en cherche, parce que franchement, ce sont des rôles modèles pour nos entrepreneurs. Que des porteurs de projets qui lèvent des fonds trouvent des femmes qui sont en face d'elles, ça les booste. Voilà, elles se disent, il y en a qui vont me financer. Et c'est très important. Et même les messieurs arrivent en disant, j'ai pas de femmes dans ma partie des fondateurs ou à mon board, je veux les femmes. Et ils disent, on n'en trouve pas. S'il vous plaît, on va vous en trouver, nous. On en a. Génial, oui, il y en a plein. Ouais, Et d'ailleurs, merci beaucoup, ça me fait une transition. Salma, donc tu es cofondatrice et CEO de Impact Lab. Tu es donc après une carrière aussi dans l'investissement, tu t'es engagée dans la partie accompagnement et communauté. Donc on a vu que l'importance de la communauté et de se sentir soutenu dans les coups de mou comme dans les victoires, c'était vraiment très important. Est-ce que tu peux nous dire un mot? Et quand on a échangé sur la démarche très volontariste que vous avez adoptée, notamment par votre composition, où vous êtes essentiellement composé de femmes. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc Impact Lab, en fait, on opère depuis 2015 à partir de Casablanca à l'échelle du continent africain. On a accompagné près de 300 entrepreneurs avec une équipe à 80% féminine depuis quelques années maintenant. On a suivi des formations pour s'assurer que nos programmes n'incluent pas de biais de genre. On a un historique plutôt bon, un track record par rapport à la moyenne où on a 30% de femmes entrepreneurs accompagnées sur nos programmes. Donc, a priori, on se disait, on fait tout bien, ça va. D'autant plus qu'on est assez convaincu que finalement, une femme entrepreneur n'a pas des besoins fondamentalement différents en accompagnement qu'un homme entrepreneur. C'est vraiment notre croyance. Et on a eu une expérience en fait qui nous a démontré qu'en ayant une approche délibérée, volontariste, en fait, on pouvait faire beaucoup mieux que ce qu'on faisait historiquement. On participe depuis 2 ans, on fait partie d'un consortium qui déploie un programme qui s'appelle I3, qui est un programme dédié aux startups qui offrent des solutions d'optimisation de la chaîne de distribution des produits de la santé en Afrique. C'est un programme financé par la fondation Bill et Melinda Gates, avec plusieurs partenaires un peu partout sur le continent. Et dans ce programme-là, il y avait un pari, c'était vraiment d'intégrer dès la conception du programme un objectif d'accompagner au moins un tiers de startups portées par des femmes.
Et quand on dit porté par des femmes, il y avait une définition très précise de femmes actionnaires dans le top management et impliquées dans la prise de décision au quotidien de la start-up. Donc vraiment un engagement fort de la femme entrepreneur. Et du coup, c'était vraiment un KPI qu'on a intégré dans la conception du programme et qu'on a piloté tout le long. Et ça fait une différence. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement ? Déjà, dans les équipes opérationnelles, on a aujourd'hui 75% de l'équipe opérationnelle qui est féminine. Cette équipe opérationnelle, c'est elle qui est en charge de concevoir le programme. C'est elle qui définit les critères de sélection. C'est elle qui gère la communication autour du programme. Et d'avoir cette représentativité féminine a un impact finalement pour s'assurer finalement que le dispositif parle aux entrepreneurs femmes autant qu'aux entrepreneurs hommes. La deuxième chose, c'est qu'on s'est mis une règle très claire sur les comités de sélection. Il fallait qu'il y ait au moins 50% de membres du comité qui soient des femmes. Et ça, on se l'est imposé et de manière très stricte. C'était peut-être plus difficile, mais ça a été vraiment un engagement et une mobilisation de tous. Et ça veut aussi dire que après la sélection, dans le design du programme, quand il y avait des événements, par exemple, on s'assurait que les speakers étaient représentés, qu'il y avait autant de femmes que d'hommes en tant que speakers dans les événements, que les entrepreneurs femmes étaient valorisés dans les panels, dans les présentations, qu'il y avait des moments de networking dédiés aux entrepreneurs femmes. Et au final, on a été très surpris nous-mêmes de l'impact que ces mesures ont eu en termes d'attractivité du programme pour les entrepreneurs femmes. Nous qui croyions qu'on faisait tout bon avant, mais aujourd'hui, en fait, sur la deuxième cohorte, on a quasiment 50% des startups qui ont été sélectionnées, donc 29 startups sélectionnées à l'échelle du continent africain, dont la moitié sont portées par des entrepreneurs femmes. Sur la région que nous, on gère au niveau d'Impact Lab, donc Afrique du Nord, Afrique francophone, on est à plus de 60% des startups accompagnées aujourd'hui dans le cadre de ce programme qui sont des startups portées par des femmes. Et ça, je trouve que c'est vraiment une illustration très forte de ce qui se passe entre une attitude bienveillante, positive, où bien sûr on est conscient des enjeux et on se dit, évidemment, on prend ça en compte, et une attitude volontariste où on se définit des objectifs et on a des KPIs et on s'engage tous à les mesurer et à s'évaluer, s'auto-évaluer là-dessus. Génial, merci beaucoup. Très intéressant de voir qu'on peut toujours aller plus loin en fait et être en amélioration continue. Une fois de plus, transition parfaite avec Mireille, qui est chef de la mission égalité hommes-femmes à la métropole, Aix-Marseille-Provence, et qui est emblématique vraiment d'une politique volontariste en fait au niveau du territoire. Et Mireille, quand on a échangé, tu as tenu à faire la distinction entre l'approche par la parité et l'approche par le genre, en disant justement que l'approche par la parité permettait un diagnostic, mais que l'approche par le genre permettait le type de prise de conscience très concrète dont tu parlais, Salma. Est-ce que tu peux nous acculturer à cette différence-là pour aller plus loin ? Oui, bonjour tout le monde, ravie d'être là. Alors, ce que vient de dire Salma, c'est effectivement intéressant parce qu'elle évoque les prismes inconscients, les stéréotypes. Finalement, on croit qu'on fait de l'égalité et puis finalement, on tombe dans des trous. Alors, j'avais envie pour commencer à vous raconter un peu comment on s'y est pris à la métropole, j'avais envie de citer, hier, il y avait dans l'ensemble des manifestations organisées là, depuis 2 jours par la métropole, il y avait une glaciologue, Heidi Savès, qui a donné une citation que j'ai trouvée intéressante, c'est d'autant qu'elle est de Baba Dioum, que je ne connaissais pas, et qui est un ingénieur sénégalais, qui a un parcours extrêmement intéressant. Et alors, il dit ça, il dit « On ne considère que ce que l'on aime, on aime ce que l'on comprend, et on ne comprend que ce que l'on a appris. »
Alors, si j'ai un message, moi, à faire passer aujourd'hui, eh bien, il va falloir apprendre à déjouer les biais de genre pour libérer les leviers de croissance. Alors, pas uniquement parce que l'égalité, c'est bien et qu'il faudrait des femmes plus qu'il y en a, c'est qu'en plus, c'est un véritable levier de croissance. Alors, l'approche qu'on a proposée à la métropole en collaboration avec les collègues que j'aperçois ici, c'est la suivante. C'est-à-dire que moi, j'anime la mission égalité femmes-hommes de la métropole et je vais chercher des collaborations chez les collègues en leur disant toi, tu fais de la mobilité, toi, tu fais de l'aménagement d'espace. Je suis sûre que dans les projets que tu as en cours, on va trouver quelque chose. Par exemple, la mobilité, on fait le plan vélo. Et les collègues disent, oui, il faut qu'on trouve les moyens de développer davantage la pratique du vélo. Ben, j'y serais bien, j'arrive avec mes chiffres. Donc là, les chiffres, c'est très important. Je dis, est-ce que tu sais que la part des femmes en France qui font du vélo, c'est 38%. Donc si tu regardes un petit peu, surtout que Marseille, ça monte et ça descend, s'il y a des vélos électriques et s'il y a des vélos cargo, elles vont rester sur le vélo quand le deuxième enfant va arriver. Parce que dès que le deuxième enfant arrive, elles descendent du vélo. Et dans cette logique-là, je ne dis pas que c'est que mon intervention qui a marché, évidemment, c'est quand même dans l'air du temps, il faut rester tout à fait modeste, en tout cas dans la collaboration. Aujourd'hui, on a mis en place ce qu'on appelle le Vélo Plus, et le Vélo Plus, il y a 54% d'abonnés qui sont des femmes. Le Vélo Plus, pardon, c'est un vélo, il y a 2 types de vélos cargo, 50% des abonnés sont des femmes, 54%, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que sur cet exemple de la mobilité, j'ai envie de parler maintenant de ce qu'on fait avec les collègues de l'innovation. Eh bien, on leur a effectivement, on a commencé pareil, on compte. L'égalité, ça se compte. Hein, c'est Isabelle Rome qui dit ça. Elle dit, il faut d'abord compter. Donc, Isadora, tu as donné pas mal de chiffres. Je voudrais, alors, je vais aller directement aux chiffres sur la création d'entreprises innovantes. En France, c'est 11%. Hein, ça, c'est BPI France qui nous le dit en 2018. Et sur les fonds accordés par les investisseurs, c'est la même chose. La part des femmes, c'est en gros autour de 11%. Et ça n'est pas Diane qui est à mes côtés qui contredira, puisque ce sont des chiffres qu'on a présentés à l'écosystème de l'innovation. Les collègues de l'innovation ont créé un club. Et on est allé devant ce club et on a donné ces chiffres. Alors tout le monde est tombé un peu à la renverse en disant, ouais, on le savait. On savait que ce n'était pas terrible, mais les chiffres, ça fait toujours un petit peu mal. Et j'aime bien rajouter un autre chiffre parce que en Afrique, c'est 25% des entreprises qui sont créées par des femmes. Donc elles ont un plafond de verre aussi, mais il est un peu moins bas que le nôtre. Je reviendrai sur cette question-là. Donc, quand on est allé devant l'écosystème d'innovation et qu'on a indiqué ces chiffres, donc on a dit, voilà, est-ce qu'il y a des volontaires pour essayer de modéliser une approche qu'on pourrait après étendre, est-ce qu'on pourrait inventer des choses, parce que des bonnes pratiques, on n'en a pas trouvé. Alors, ils ont dit des choses, ils ont fait 3 remarques qu'on a bien notées. Ils ont dit d'abord qu'il y avait un sentiment d'impuissance face à des problématiques de nature systémique. Certains nous ont même dit qu'il faudrait que l'éducation nationale s'en occupe parce que nous, on n'a pas le sourcing. Hein, les filles, elles ne sont pas là, on ne les voit pas. Donc, on a fait remarquer qu'effectivement, on n'était pas éducation nationale à la métropole et qu'il fallait nécessairement qu'on trouve des moyens d'agir sur nos compétences publiques. Ils ont rappelé également qu'il y avait un manque de directives de la part des financeurs dans la métropole. Donc, nous avons corrigé la commande et on a passé commande. Et enfin, ils ont également dit une absence d'acculturation des structures par manque de ressources humaines et financières. C'est-à-dire que dans leur propre programme et parmi les intervenants qui sont dans ces structures, sauf les premières du Sud évidemment, hein, dont c'est la spécialité, eh bien les formateurs ne connaissent pas trop la question, à vrai dire. Donc ça a permis d'avoir une vraie mobilisation et le travail qu'on a engagé, qui est encore en cours, c'est... Premier objectif, développer un cadre favorable à l'émergence et au soutien des entrepreneurs innovantes sur le territoire de la métropole. Donc ça nécessite un contexte, un accompagnement. Et surtout, identifier les biais de genre dans les pratiques en place. Alors, les biais de genre, je vais vous donner quelques exemples et vous verrez qu'on tombe tous dedans. Alors, le premier biais de genre... Mireille, je vais te demander si ça t'ennuie pas de nous en donner qu'un, parce que je voudrais que Diane puisse parler. Je suis désolée, j'ai le mauvais rôle, mais... Alors, ça va. Alors, je vais donner un seul. Un exemple marquant, voilà, qui va vraiment tous nous marquer. J'en avais 3, mais c'est pas grave. Je suis désolée. Dans l'innovation sociale, dans les opérateurs qu'on a rencontrés, on a rencontré une entreprise d'innovation sociale extrêmement intéressante, très active, très reconnue. Et ils nous ont dit, c'est intéressant votre sujet parce qu'on a un problème, c'est qu'on a monté un programme qui s'appelle Au pied des tours.
On se rapproche des jeunes, on va au pied des tours et on essaye de les attirer dans nos programmes de socialisation, de formation. Et non embêtés parce qu'on n'a pas de femmes. Et on n'arrive pas à les attirer. Et on était à 3. Et la personne qui nous accompagne et qui nous aide, le consultant, leur a dit effectivement, c'est assez simple à remarquer. Les filles, elles ne restent pas au pied des tours. Donc, si vous voulez engager un travail auprès des filles, il va falloir aller les chercher ailleurs. Ça a l'air tout bête, mais c'est vrai que s'il n'avait pas dit, je me serais demandé, ah oui, pourquoi voilà. Et donc, tout le monde est pris, je dirais, la main dans le sac du genre. Alors, pour terminer rapidement, j'espère qu'avec ce travail qui est encore en cours, on va faire la démonstration que l'approche par le genre est vraiment un levier de performance. Ce n'est pas uniquement les pauvres femmes qu'il faut aller chercher, et c'est un levier d'innovation économique. Et j'aimerais bien aussi, plus tard, engager une collaboration avec les entrepreneuses africaines pour qu'elles nous expliquent comment elles ont réussi à faire 2 à 3 fois mieux que nous. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inspiration à prendre sur le continent, notamment qui est vraiment l'entrepreneuriat le continent de l'entrepreneuriat féminin. Et ce que je trouve très intéressant, c'est de voir comme l'approche territoriale peut être un levier comment les acteurs institutionnels peuvent s'engager en fait pour améliorer cet accès aux femmes aux moyens de déployer leur activité, parce que finalement c'est de ça dont on parle. Diane, tu es DG de l'Aix-Marseille French Tech. Ce qui est très emblématique sur le territoire, c'est que tu es une femme. L'équipe est très féminine, ce qui est rare dans la tech, et donc vous êtes des rôles modèles et vous poussez cette image-là que les femmes, la tech appartient aux femmes aussi. Est-ce que tu peux nous décrire justement concrètement sur le territoire, en fait, comment est-ce que ça a un impact et comment est-ce que le fait que vous poussiez en fait aussi cette diversité dans la tech a un impact très concret pour les entrepreneurs, s'il te plaît. Merci. Effectivement, équipe 100% féminine, une French Tech Aix-Marseille présidée par une femme et un board à 44% féminin. Donc c'est là, pour le coup, les chiffres sont bons. Mais ce qui prouve surtout que derrière, c'est tout un collectif qui est engagé et hyper sensibilisé à cette question-là. J'ai beaucoup de chance d'être entourée par un board qui est assez actif. Et cette notion de la parité, même de la diversité, est hyper importante dans nos actions. C'est un peu le fil rouge. Et encore plus dans la tech. Parce que tout ce qu'on dit, c'est assez finalement global. Ça reprend tous les secteurs. Mais dans la tech, je pense que ça cristallise énormément cette non-visibilité des femmes. Donc, on essaye vraiment d'engager ces actions. Donc, avec le board, on parle un peu effectivement de volontarisme. En fait, ça peut paraître un peu simple, mais on se dit que ça fait bouger les lignes quand on fait des événements. On veut des plateaux à parité. C'est-à-dire que si on fait notre événement, le Grand Bain, qui est un peu l'événement phare de la French Tech, on a des plateaux à 4 intervenants, il nous faut 2 femmes. C'est comme ça, c'est la règle. Du coup, ça nous oblige, nous, à chercher un petit peu. Et quand on s'adresse à une entreprise, généralement, on parle à un homme. Généralement, il est blanc. Généralement, il a plutôt 50 ans. Et on me dit, OK, Gérard, t'es sympa, mais on est sûr que dans ton service, Ginette, elle sera encore bien. Et Gérard se retourne et dit, mais Ginette, mais oui, et si tu prenais la parole? Et ce qui est drôle, enfin, on sourit comme ça, mais en fait, ça crée aussi des déclics en interne. Et souvent, et c'est une vraie histoire, mais alors pour le coup, c'est dans une start-up. On voyait la cofondatrice, et la cofondatrice a dit, non, je ne me sens pas capable de prendre la parole. Étrange. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le cofondateur dit, OK, il y a peut-être un sujet, donc on va t'accompagner et on va t'accompagner à faire des prises de parole. Donc ça paraît infime comme ça, mais finalement, on espère changer un peu les lignes comme ça. Parce que si on revient aux chiffres, il y a 3 ans, on avait fait un observatoire un peu sur nos startups de la French Tech. 30% étaient fondés ou cofondés par des femmes. On se dit trop bien, puisque la moyenne nationale, Marseille, c'est trop bien, on est géniaux, vraiment, c'est un super territoire. On l'a refait cette année, 20%. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé peut-être entre-temps? On se dit c'est peut-être le Covid qui a un peu cristallisé les choses. Crise, tout le monde se retranche un peu dans ses habitudes, on prend les bonnes vieilles habitudes, maman à la maison, papa va dehors, et peut-être la prise de risque est moins importante chez les femmes du coup post-Covid. Donc on se dit mince, finalement, ça va pas. On a tous d'accord qu'il faut évoluer, sauf que les chiffres disent le contraire. De la même façon, il y a une étude à début novembre qui est sortie le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, un rapport sur les femmes dans la tech. Une femme sur 2 part de la tech après 35 ans. Donc, et après 8 ans d'exercice professionnel, elle serait orientée. Elle serait orientée.
Donc ça crée un cercle vicieux. Moins on a de femmes dans la tech, moins l'environnement de la tech, moins les innovations sont faites pour les femmes, et donc plus ça devient exclusif. Donc effectivement, ce cercle vicieux, il faut le casser, et je suis hyper d'accord sur la formation. Et donc nous, c'est un peu ce qu'on s'est dit à la French Tech. On a un réseau d'entrepreneurs, de start-upers, des partenaires écosystèmes, mais en fait, notre rôle est aussi dans la culturation et l'ouverture. On va parler aux écoles, on va parler aux jeunes, pour aussi planter cette graine assez jeune dans les formations, en disant oui, en fait, les filières scientifiques, les filières techniques, l'entrepreneuriat, c'est possible. Tu disais très bien, Messina, tout à l'heure, il faut parler, il faut des rôles modèles. Et on croit vraiment à ces rôles modèles et comment on incarne en fait ces différents parcours. Et juste pour la petite histoire, justement, il y a 2 semaines, j'ai intervenu dans une école qui s'ouvre à Marseille sur la data et l'IA. Trop bien. Classe de 30. 35% à peu près de jeunes filles. Post-bac, 18 ans, je me dis, ça y est, la relève est là, les chiffres, ça y est, on va casser le plafond de verre. Je leur dis, ah mais trop bien, genre, j'en fais tout le pitch sur les femmes, tout ça. Ils m'ont calmé de suite. Non, Diane, en fait, c'est une spécificité locale, on ne comprend pas, mais au niveau national, on est plutôt autour de 20%. Donc, on essaye. Petit à petit, on y croit, on plante cette graine. Et il y a une ambition nationale, juste pour finir, peut-être il y a un pacte parité qui a été porté par la mission French Tech, porté par le ministre du numérique Jean-Noël Barrot, et en 2022, qui a été signé par plus de 200 startups, justement pour se dire il y a un sujet et comment on co-construit, comment on met en place en fait en interne aussi, un peu en méthode volontariste, les choses. Donc c'est une charte qui a été co-construite par les French Tech 120 Next 40, donc un peu c'est les locomotives startups en France, où elles se sont engagées en fait à un certain nombre de choses. Un board à 20% en minima à parité, la représentativité, il faut une équipe paritaire. Donc voilà, des choses très concrètes que ces startups-là peuvent mettre en place pour faire bouger les lignes in fine. Merci, c'est passionnant, c'est assez frustrant. On resterait bien là tout l'après-midi, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en plus, on aurait bien pris vos questions, mais je crois qu'on n'a pas trop le temps. Non. Bon, voilà, j'aurais essayé. Il me reste... Ah, génial. Bon, donc... Moi, en fait, je voulais terminer par vous avez une baguette magique. Qu'est-ce que vous proposez chacun pour que l'année prochaine, on se retrouve ici et que les chiffres, on soit passé à, je sais pas, à 12% de financement pour les femmes entrepreneurs. Est-ce qu'on peut faire ça peut-être rapidement en 1 minute et après, on peut peut-être prendre 1 ou 2, soit questions, soit témoignages de la salle? Ça vous dit? On fait ça vite, comme ça. On fait un processus créatif ping-pong. Messina, vas-y. Alors, moi, je suis Il n'y a pas de contrainte. Je suis sur un projet, voilà. Moi, je suis sur un projet avec, en Côte d'Ivoire, entre la France et la Côte d'Ivoire, où j'ai décidé de créer une mésofinance qui va financer les femmes qui œuvrent dans la transition écologique et la transition énergétique. Génial. Donc, s'il y a des banquiers dans la salle, venez, on va faire de l'innovation financière, un produit de mésofinance. Canon. Giulio. Je pense que si j'avais une baguette magique, Ouais. j'aimerais que dans des événements comme Emerging Valley, le monde de la finance, des investisseurs, du monde associatif, du privé, puissent mieux et plus travailler ensemble, d'ailleurs sur des sujets passionnants et urgents comme celui de l'égalité. Génial. Super. Dominique. Alors, on travaille ensemble quand même. Pas encore trop, mais on y arrive. Et c'est justement la liaison entre l'accompagnement et derrière la levée de fonds qui est intéressante. Alors moi, si j'avais une baguette magique, j'aimerais bien qu'on ne dise plus femme entrepreneur, mais qu'on dise entrepreneur. Voilà. Et qu'on oublie que c'est une femme et que c'est un entrepreneur avec un projet et qu'on n'écoute que la qualité de son projet. C'est tout. Donc, on va dire comme les Anglais, business people, business person. Business, voilà, exactement. Ok. Et qu'on oublie que c'est une femme avec ses qualités, ses défauts, on s'en fiche. On regarde le projet. Voilà. Qu'on ne lui demande pas comment elle va faire avec les enfants. Ouais, absolument. Alors, Bon, le financement, évidemment, mais je dirais imposer une parité dans tous les comités d'investissement des fonds VC, partout, en fait. bravo. Oui, alors moi j'avais cette idée-là, mais j'en avais une deuxième de rechange. Je voudrais qu'on voit la couleur de tous les milliards dont on parle pour les femmes, justement comme tu disais tout à l'heure. On veut l'argent, on voudrait voir l'argent, quoi. J'ai une passion pour dont tu parles, les billets. Mireille, j'adore. Une formation des billets. On a tous des billets, qu'on soit tous formés à nos propres billets. Génial. Donc, en fait, on retient qu'il y a un petit problème sur le monde de l'investissement et qu'on pourrait commencer par une formation sur les biais dédiée
au monde de l'investissement et de la banque. Voilà, je lance l'idée comme ça. Est-ce qu'on a encore 5 minutes pour prendre une ou deux? Ouais, est-ce qu'il y a une ou deux questions ou une envie de partage dans la salle? Ça peut être les hommes aussi qui parlent de ce sujet-là. Absolument, il ne faut pas oublier que l'égalité doit se faire aussi avec les hommes. Moi, je parle assez fort, donc je pense que tout le monde peut m'entendre. Honnêtement. C'est pas spécialement pour une question. Alors, je me présente Sophie Berlac, cofondatrice avec Mémoire et Valin de Créa Farm. Je voudrais juste rebondir sur ce que Dominique, vous venez nous expliquer. Moi, à la base de formation, je suis psychologue, donc rien à voir avec le monde de l'entreprise. Et j'ai la chance au quotidien avec une équipe qui m'a jamais souligné le fait non, mais tu es une femme, on va t'apprendre les choses. À l'inverse, la plupart du temps, c'est moi qui leur dis oh, vous avez oublié quelque chose. Et je pense que pour moi, 26 ans et le monde de la psychologie, au plus on va souligner entrepreneurs féminines, le monde de l'investissement pour les femmes, on souligne quelque chose qui est presque anormal. Alors que tout simplement, pourquoi pas une femme? Alors tout à fait, je répondrai à ça. Vous venez d'un monde peut-être différent de l'entrepreneuriat. On en a beaucoup chez les Premières Sud. On a des chercheuses qui sont en train de faire vraiment un carton, très très bien. Et Diane en connaît une, puisque elle a gagné en avril le concours, et c'est une incubée des premières. Aïda Megraoui, qui est une chercheuse et qui a trouvé un système. Je ne m'en lancerai pas dans son explication parce que c'est un peu compliqué. Donc, il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui viennent d'autres mondes et pas d'école de commerce, ni etc. Et qui est arrivée, elle a dit bon, qu'est-ce qu'on lui dit, qu'est-ce qu'on peut apporter, parce que bac plus 10, 15, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Bah oui, mais j'y connais rien, je sais même pas que c'est qu'un tableau avec des chiffres et je sais même pas par quel bout le prendre. Donc là, oui, on a trouvé notre valeur ajoutée, et on n'a pas que des gens qui ont fait des écoles de commerce, qui veulent se lancer dans le business. On a aussi de tout le monde, des psys, de tout. Voilà. Donc, venez si vous avez des questions à poser. C'est fini. En fait, je voulais juste ajouter une chose, c'est qu'on rêve tous du moment où on va plus avoir besoin de dire ça. Mais aujourd'hui, quand on voit les chiffres, à un moment, on se dit, il faut faire, la discrimination positive, elle est nécessaire pour arriver à un stade où on n'aura plus besoin de parler de femmes entrepreneurs ou d'hommes entrepreneurs. Mais aujourd'hui, malheureusement, Alors, peut-être que j'ai mal formulé, c'est pas le côté de ne pas faire de discrimination positive, puisque c'est important d'en faire. Je pense juste que mettre le féminin en avant, j'aime beaucoup à l'époque où je travaillais avec des enfants, notamment sur la partie de l'orientation professionnelle, et où on a aussi l'effet inverse de petits garçons qui n'osent pas prendre certaines branches d'activité. Et je pense que ce qui est important aussi de mettre en avant, ce sont les compétences, les qualités. Et dans une table ronde qu'il y avait juste avant, il y a une phrase qui est très marquante, mais au lieu de dire comment faire, juste dire quand est-ce qu'on commence et c'est tout. C'est-à-dire de plus se dire dans un an, on aura peut-être 1% de plus, on sera passé de 11 à 12. Non, juste et demain, on fait quoi? C'est juste ça en fait. La discrimination positive, elle est obligatoire. C'est terrible, mais c'est vrai. Mais je pense qu'il y a tellement de moyens différents de mettre en place et il faut communiquer beaucoup. Et si moi, je peux dire, si j'ai une baguette magique dans un an, avoir encore plus d'hommes ici qui écoutent ce genre de choses. Parce que ça serait vraiment sympa. Bravo. Peut-être on prend une dernière question. Tant qu'on me dit rien, je continue. Moi, je suis ravie qu'on échange. Attends, tiens, je te passe mon micro. Sana Benhammer, marocaine, financière, coach, facilitatrice et mentor. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est juste, des fois, c'est important de former la femme elle-même, de la coacher elle-même, parce que le premier biais, il vient de la femme elle-même. Il y a une autocensure. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là, avant de passer vers l'extérieur. Oui, si je peux rebondir là-dessus, on a sur un programme sur lequel je travaille en Tunisie, un programme accompagner des chercheuses, justement, des chercheurs, parce que c'est pas que pour les femmes, vers l'entrepreneuriat. Il y a 85% de femmes au moment de l'entrée dans le programme, et à la fin, il y a 7% de femmes en fait qui continuent et qui se projettent dans l'aventure entrepreneuriale, parce que along the way, elles se sont dit en fait, je vais pas y arriver, et finalement, ça va être trop engageant. Et donc, je suis d'accord aussi sur l'idée que dans les programmes d'accompagnement, mais c'est souvent, ils sont pas forcément structurés aussi
pour que ce soit compatible en fait avec les différentes... Donc, je pense que la formation sur les biais, elle est très importante et que même si, effectivement, on aimerait pouvoir se dire on est une business person, etc., sauf que moi, ce que j'ai vu, c'est que pour être investisseur, en fait, dans un monde d'hommes, je suis quasiment tout le temps avec des hommes et quand on lâche pas une négo et qu'on est une femme, on dit qu'on est bossy, ce qui n'est pas franchement un compliment, alors qu'un homme qui lâche pas l'affaire, c'est un bon négociateur. Et donc, il y a aussi tout ça qui fait qu'il faut pouvoir rire avec ça, c'est-à-dire se dire... je suis une business person et voilà. Et tu as raison, je pense, de te dire que les biais, ils sont aussi, quand on est une femme, de se dire... Ouais, c'est-à-dire... et c'est pour ça que très souvent, on se dit, il n'y a pas besoin de programme spécifique pour les femmes, mais en fait, quand on se retrouve entre femmes, et je pense que c'est peut-être ce que tu expérimentes, en fait, on se rend compte de ses propres... et on en revient à l'éducation nationale, finalement. À une forme d'éducation où parler fort ou prendre sa place, c'est moins naturel, quoi. Le côté femme et bonne élève, on le repère souvent dans les groupes. Les femmes sont souvent les meilleures élèves à l'école. En général, ce sont des bonnes élèves. Et le syndrome de la bonne élève, il est redoutable. Voilà, je veux avoir 18 sur 20 à mon devoir. On ne te demande pas d'avoir 18 sur 20. Je préfère que tu aies que même 8, 10, on s'en fiche, il n'y a pas de note. Mais surtout, il faut oser et puis accepter de se planter. Voilà, tout simplement. Accepter de se planter parce que tout le monde se plante un jour ou l'autre et puis voilà, quand on tombe, on se relève et puis on retourne. Je crois que c'est important de dire aux femmes, arrêtez d'être les bonnes élèves, d'être parfaites, d'être toujours tirées à 4 épingles, de vous occuper parfaitement de vos enfants. Si votre gamin un jour il a un pantalon à carreaux et une chemise à rayures, c'est pas grave, il n'aura pas froid, c'est tout, on s'en fiche. Il aura exploré sa créativité. Absolument. Je dis ça parce que c'est arrivé à mon fils un jour cadet qui avait été habillé par son père. Il s'est plaint pendant 1 heure le soir qu'il avait un pantalon à carreaux, une chemise à rayures. Je lui dis, est-ce que tu as été maltraité? Non. Est-ce que tu as eu faim? Non. Est-ce que tu as eu froid? Non. Alors tout va bien. Et d'ailleurs, c'est très joli. Absolument. Alors, merci à tous. Je suis désolée parce qu'il faut qu'on termine, mais franchement, on devrait faire un Emerging Valley consacré à ce sujet-là, avec des hommes, des femmes, de partout. Moi, ce que j'ai envie de dire comme mot de la fin, déjà, merci d'avoir été là aussi nombreux et sur ce sujet-là. Merci à vous tous pour les témoignages et peut-être en résumé de dire que qu'est-ce qu'on fait demain, c'est ça, donc de manière volontariste, qu'est-ce qu'on met en place dès demain et je pense qu'effectivement l'année prochaine on pourrait envoyer des invitations spéciales à nos amis investisseurs et banquiers. Ça pourrait être intéressant de faire un focus vraiment spécifique là-dessus parce que l'argent ça reste le nerf de la guerre et qu'en levée de fonds les femmes pitchent quasi systématiquement devant des hommes et c'est pas neutre en fait de se retrouver parce que c'est pas le même relationnel quand même et voilà ce que j'ai envie de dire et de dire que merci à chacun d'être aussi volontariste dans les choses parce que finalement le mot de la fin c'est que c'est pas tellement une question femme-homme, c'est une question de diversité dans les équipes et dans les entreprises et je crois qu'on n'arrivera pas à changer les choses de manière profonde si on n'assume pas le fait que c'est des équipes diverses que naissent l'innovation et les idées nouvelles. Donc finalement c'est une question d'assumer, embrasser la diversité des points de vue, des genres, des origines, de tout ça. Et c'est ça, une belle aventure entrepreneuriale, quoi. Donc merci à tous. Et qu'est-ce qu'on fait demain, quoi, c'est ça ?